Ok, donc on va avoir la propriété universelle de l'anneau Z au paragraphe 3. La propriété universelle de Z en tant qu'anneau, bien entendu. Voilà, c'est une propriété très pratique qui permet de considérer des morphismes d'anneaux automatiquement, de Z dans n'importe quel anneau. Alors, avant de l'écrire, rappelons ce que vous avez vu en théorie de groupe abélien. Rappelons que si G est un groupe abélien, donc comme toujours dans ce cours noté additivement, une expression NG a un sens, où G est un élément de G et N est un entier relatif. Une espèce de multiplication, comment on dit ça, externe, une loi de composition externe que je ne vais pas désigner par un point parce que je vais faire la différence entre cette multiplication-là, entre guillemets, et la multiplication dans un anneau. Je vais juste coller N et G, où N est un entier relatif et G est un élément du groupe abélien. Ça possède un sens. Hein. En effet, c'est tout simple. Hein. Si N est égal à 0, j'ai donc 0G, c'est l'élément neutre du groupe G. Ça, c'est le 0 des entiers relatifs. Ça, c'est le 0 du groupe. Hein. Mais je ne l'ai pas dit, NG possède un sens. En plus, c'est un élément de G. Hein. C'est un sens comme élément de G. Si N est strictement positif, NG, ça veut dire tout simplement G plus, etc. G en total n termes. C'est un sens, si n est positif, je peux compter le nombre de termes, et je dis que, en abrégé, la somme de n termes, tous égaux à g, j'appelle ça ng. Et pour n négatif, je n'ai pas envie d'écrire n négatif, je vais plutôt prendre moins n. Et qu'est-ce que c'est que moins n fois g? Si n est toujours positif, moins n est négatif. Donc là, j'explique ce que c'est moins n fois g. Moins n fois g, je prends n fois g, et c'est opposé dans le groupe. Et on a des règles de calcul. Hein. Donc 1g est égal à g, quel que soit petit g dans g. On a une espèce de distributivité. Si je prends deux entiers relatifs m et n, leur somme fois g, c'est ng plus ng. Peut-être qu'il faut mettre des parenthèses, mais on comprend qu'il y a priorité à cette multiplication externe. Il y a aussi une distributivité pour l'autre facteur, donc n g plus g', c'est ng plus ng'. Et quatrièmement, une espèce d'associativité. Si je multiplie m et n d'abord en tant qu'entier relatif, et ensuite je multiplie g par le résultat, c'est la même chose que d'abord multiplier g par n, et ensuite multiplier par m. Et tout ça, vous avez compris, quel que soit gg' dans g, et quel que soit mn dans z. Ça, c'est la règle de calcul. Et de plus, ça se comporte bien par rapport au morphisme de groupe.
si F est un morphisme de groupe abélien, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance que ce soit abélien, hein, tout ça c'est même valable pour le groupe non abélien, mais bon, disons que nous on s'intéresse au groupe abélien parce que les anneaux avec la loi additive est un groupe abélien. Si F de G de H est un morphisme de groupe abélien, on a de plus, on a cinquièmement F de NG, c'est NFG. Donc en particulier, ça s'applique à un anneau. On a cette notion-là. On peut multiplier un élément d'un anneau par un entier relatif. Du coup, dans un anneau, il y a deux multiplications. Oui, parce que c'est une multiplication un peu externe, c'est une loi externe. Je vais pouvoir multiplier un élément du groupe par un entier relatif qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, le groupe et les entiers relatifs. Hein. Donc la proposition, c'est la suivante, soit A un anneau. Alors, vous pouvez faire la chose suivante, vous pouvez faire NA, petit a étant un élément de A, N un élément de l'entier relatif. Je suis en train d'appliquer ce que je viens de dire. Je peux faire la somme répétée de A n fois, si n est positif ou si n est négatif, je fais cette construction-là. Je peux après multiplier par un élément B de A. Vous voyez, je fais distinction entre la multiplication dans l'anneau et cette multiplication externe par un entier relatif. Et je trouve que ça, c'est égal à n a point B. Et aussi, pour l'autre facteur, a point nb, c'est égal à n a point B. Donc dans un produit de deux éléments de l'anneau A, si je le multiplie entre guillemets par l'entier relatif n, je peux le mettre sur n'importe quel des deux facteurs. Donc tout ça, c'est quel que soit petit a, petit b dans A et petit n dans Z. Bon, ça peut se démontrer de plusieurs manières, par récurrence, par exemple. Vous pouvez faire ça par récurrence sur n, pour n positif déjà par récurrence. Alors il y a une façon plus agréable de le faire, c'est la chose suivante. C'est se dire, en fait, là je multiplie A à droite par B, et là je multiplie NA à droite par B. Donc on peut avoir l'idée, c'est de dire, je vais considérer une application ensembliste de A dans A, définie par f de A égale A fois B. C'est l'application de multiplication par B à droite. Oui, ça définit bien une application. Je me fixe B, il faut peut-être le dire, où B dans A est fixé. Je veux démontrer cette formule-là. Je fixe B et je vais la démontrer pour tout A. Donc je fixe B, je considère l'application de A dans lui-même de multiplication à droite par B. Oui, ça c'est une application bien définie parce que pour chaque élément A, je sais quel est son résultat par la fonction, par l'application. C'est A fois B. Bon, quelles sont ses propriétés? Ces propriétés, vous savez que la multiplication à droite, c'est distributive. Donc cette application-là est additive.
comme A plus A' fois B est égal à A fois B plus A' fois B, vous voyez, on a, en retraduisant, multiplié à droite par B, j'ai f de A plus A' égale f de A plus f de A'. Pour tout A et A' dans A. C'est-à-dire, f est un morphisme de groupe. F est un morphisme de groupe. Abélien de A dans A. C'est un endomorphisme du groupe abélien A pour l'addition. Et donc, le 5 s'applique, d'après le 5 ci-dessus. D'après le 5, on a donc f de NA, c'est n fois f de A. Qu'est-ce que c'est que f de NA? Par définition, c'est NA point B. Et qu'est-ce que c'est n fois f de A? Par définition, c'est n. Et f de A, c'est A point B. Il faut bien voir où il faut mettre les parenthèses. Ici, on a l'élément f de A qui est A fois B. Et c'est cet élément-là qu'on multiplie par n. Et donc, vous avez la première condition. Et de même pour l'autre, bien sûr, en considérant l'application de A dans lui-même de multiplication à A, par A à gauche. Que je vous laisse comme exercice. Bon, ça c'est donc déjà quelque chose d'agréable parce que maintenant, cette structure supplémentaire sur un groupe abélien de pouvoir multiplier à gauche par un entier relatif, hein, ça se comporte bien par rapport à la structure d'un anneau, hein, la multiplication dans un anneau. En plus, ça permet de démontrer la propriété universelle de l'anneau Z. Donc, la proposition suivante, c'est la propriété universelle de Z en tant qu'anneau. Z comme groupe abélien possède une propriété universelle aussi, qui est légèrement différente. D'ailleurs, on aura pu l'utiliser pour démontrer la propriété universelle de Z en tant qu'anneau, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je vais le faire. Oh, il faut que je formule quand même. Quelle est la propriété universelle de Z en tant qu'anneau? Donc soit A, n'importe quel anneau. Alors il existe un et un seul morphisme de Z dans A. À savoir f de Z dans A qui envoie n sur n1. Bon, alors là j'ai déjà dit quel est le morphisme, mais admettons qu'on ne sait pas quel morphisme que c'était. Souvent on commence comme ça. S'il faut démontrer l'existence de quelque chose, on n'a qu'à supposer qu'il existe déjà pour en déduire des propriétés, n'est-ce pas? Donc je vais commencer comme ça. Supposons
Je ne sais pas encore que f c'est cette application-là. Supposons que f z en A soit un morphisme d'anneau. Donc on a donc notamment f de 1 égale 1. C'était ça notre condition pour un morphisme d'anneau. C'était le morphisme d'anneau unitaire. C'est-à-dire on demande explicitement qu'un morphisme en va 1 sur 1. Et comme f est un morphisme de groupe abélien, parce qu'on a remarqué ça, qu'un morphisme d'anneau est automatiquement un morphisme de groupe abélien sous-jacent. Donc on applique encore le petit 5. F de n. Qu'est-ce que c'est que f de n pour un entier relatif quelconque? Je dois appliquer le 5. Donc il faut quand même écrire n comme n fois g, mais je vais l'écrire comme n1. Dans le groupe abélien, écrire n1, c'est 1, c'est n. Et là, j'applique le 5 pour avoir nf1. Mais nf1, c'est n1 parce que f de 1, c'est 1. Je n'écris plus en indice dans quel ensemble le 1 est le 1. Hein, dans quel ensemble le 1 est l'élément neutre multiplicatif. Hein, ça, en regardant bien, on le voit. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire. Ça va alourdir les choses. En tout cas, vous voyez, s'il y a un morphisme, obligatoirement, il faut que ce soit celui-là. Ça montre l'unicité. Et ce qui est bien, c'est que en plus, ça nous donne l'idée de la construction. Donc, montrons maintenant que l'application ensembliste, a priori, f de z en A, définie par f de n, c'est n1, est un morphisme d'anneau. Pour en avoir l'existence. Donc, il y a trois choses à vérifier. Il faut vérifier que f est additive, multiplicative et que f envoie 1 sur 1. Donc, faisons la chose dans l'ordre. F de m plus n. Qu'est-ce que c'est? C'est m plus n, 1. Donc, vous avez l'élément 1 dans l'anneau A, donc dans le groupe abélien A, que vous avez multiplié par l'entier m plus n. Et je vous ai dit, il y a une espèce de distributivité, que ça c'est égal à m1 plus n1. Et donc c'est égal à f de m plus f de n. Donc pour l'additivité, il n'y a aucun problème. C'est pour la multiplication que c'est un peu plus délicat. Qu'est-ce que c'est que f de mn? Par définition, c'est mn 1. Que je peux écrire grâce à cette espèce d'associativité comme mn1. Donc du coup, vous voyez, j'ai déjà mfn. Vous voyez, je ne peux pas écrire m égale f de m. Hein. Ici, c'est l'entier relatif m fois f de n. Ça, ce n'est pas l'élément de l'anneau A. Hein. Donc, il faut maintenant utiliser la proposition et dire que, après tout, cet élément f de n, je peux le remplacer par 1 fois f de n. J'écris le point ici, parce que c'est l'élément neutre multiplicatif de A qui multiplie f de n. Donc là, j'ai une expression de la forme n fois a fois b. Oui. Et j'ai dit que si vous avez un produit dans un anneau et que vous multipliez par un entier relatif, vous pouvez aussi bien multiplier l'un des facteurs par cet entier relatif. Donc ici, je vais multiplier 1 par m. C'est grâce à la proposition.
Et maintenant, je suis content parce que là, M1, c'est f de n, point f de n. Oui, c'est assez délicat. Et la dernière proposition, la dernière propriété, pour avoir un morphisme d'anneau, il faut que ça envoie 1 sur 1, mais ça, c'est évident parce que f de 1, c'est 1, 1. C'est pas 11, mais c'est... mais là, il faut peut-être vraiment écrire ici, c'est le 1 de z, et là, c'est le 1 de a. Oui, c'est pas 11, mais c'est 1, 1. C'est les deux éléments collés, l'entier 1 et l'élément multiplicatif neutre de a. Et on a vu que c'était la première propriété de cette loi de multiplication externe dans un anneau, dans un groupe abélien. C'était se multiplier par l'élément neutre des entiers relatifs, par l'entier 1. Ça ne change pas l'élément, donc on a un A. Voilà, donc ça montre que f est effectivement un anneau. Donc ça montre qu'il y a un seul morphisme d'anneau de Z dans n'importe quel anneau. Faisons quelques exemples. Donc du coup, je peux appliquer ici à A égale Z. Cette propriété dit qu'il n'y a qu'un seul morphisme de Z dans Z. Et comme on connaît l'identité est le seul morphisme de Z dans Z. C'est le seul endomorphisme de Z. Pareil, tous ces morphismes qu'on a vus, Z dans Q, Z dans R, Z dans C, Z dans Z modulo N, on a vu qu'il existait ces morphismes. C'est des morphismes uniques entre ces anneaux. Il n'y en a pas d'autres. Ce sont les seuls morphismes de ce type. C'est-à-dire partant de Z et arrivant dans l'anneau en question. Et pour faire un exemple un peu moins trivial, soit A, l'anneau Z sur 4Z croix Z sur 6Z, c'est l'anneau produit. Déterminons l'unique morphisme f de Z en A. La proposition le dit, quel est le morphisme? D'après la proposition, f de n, c'est n fois l'élément neutre de A. Et l'élément neutre de nanoproduit, là, c'est 1, 1. Pour ça, je ne vais pas rappeler, mais dans un produit de deux groupes abéliens, vous avez la propriété que n fois le couple GH, c'est le couple NG-NH. C'est clair quand n est positif. Hein. Donc en fait, c'est n fois 1, n fois 1. Ça c'est clair quand n est positif, parce que 1, 1 plus 1, 1, n fois, évidemment, il faut additionner coordonnée par coordonnée. Donc ça va faire cet élément-là. Et pour n négatif, simplement un passage à l'opposé sans aucun problème. Donc ici, c'est n fois 1 dans Z sur 4Z. N fois 1, c'est le morphisme unique de Z dans Z sur 4Z. Donc en fait, ici, c'est la réduction modulo 4. Donc c'est n réduit, disons modulo 4, je mets ça comme ça, avec un petit 4
à côté de la barre pour bien voir que ça c'est la classe de n modulo 4. Et là vous avez la classe de n modulo 6. Donc ça c'est l'application, l'unique application de Z en A. Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette propriété universelle? Ben, ça nous produit déjà un sous-anneau d'un anneau quelconque, parce que, rappelons que l'image d'un morphisme d'anneau est un sous-anneau. Comme l'image f de A, on écrit aussi in de f d'un morphisme d'anneau f de A dans B est un sous-anneau de B. On a la propriété suivante. Bon, c'est peut-être pas tout de suite clair, je vais dire quelques mots d'explication. C'est que, donc, soit A un anneau et F l'unique morphisme de Z dans A. Alors, F de Z, l'image de F est un sous-anneau de A. En fait, c'est le plus petit sous-anneau. Et c'est le plus petit sous-anneau de A. Ce qu'on avait appelé l'anneau premier de A. Là, c'est une première fois où on peut montrer la puissance d'une propriété universelle. On va avoir beaucoup de propriétés universelles dans ce cours. C'est quelque chose de très agréable qui permet de se débarrasser de considérations techniques dans bien des cas. Ici, on pourrait démontrer à la main que c'est le plus petit. On ne va pas le faire. Je vais le faire en utilisant la propriété universelle de Z. Vous allez voir, c'est très clean. Déjà, f de Z est un sous-anneau, je viens de le dire. L'image de n'importe quel morphisme est un sous-anneau. Donc, en particulier, pour ce morphisme de Z en A, son image, c'est un sous-anneau. Donc, ce qui compte, c'est de démontrer que c'est le plus petit. Donc, je prends n'importe quel sous-anneau B de A, et on montre que f de Z est contenu dans B. C'est ça ce que ça veut dire, que c'est le plus petit sous-anneau. Alors je vais faire, on aime bien en algèbre écrire des diagrammes pour visualiser ce qui se passe. Vous voyez, j'ai une inclusion, ici j'ai un morphisme d'inclusion de B dans A. C'est simplement la restriction de l'identité sur A à B. C'est simplement l'application qui envoie un petit b ici sur petit b, considéré comme élément de A. C'est une application et c'est un morphisme d'anneau. Ici, j'ai le morphisme F. L'unique morphisme. Je m'en fiche en fait de sa définition maintenant. Que ça envoie n sur n fois 1, ça n'a plus d'importance. Je sais qu'il y a un morphisme comme ça et qu'il est unique. On n'a même plus besoin de savoir en fait quelle est sa définition. Il suffit de savoir qu'elle existe et qu'il existe et qu'il est unique. Mais maintenant, B aussi est un anneau.
Parce qu'on avait bien démontré qu'un sous-anneau, c'est une terminologie raisonnable. Hein. Un sous-anneau est en particulier un anneau. Donc il existe aussi un morphisme G de Z dans B. J'applique encore la propriété universelle de Z à l'anneau B cette fois-ci. Donc j'ai un petit diagramme et je peux aller de A de deux manières. Je peux y aller directement ou je peux y aller en passant par B. D'accord? Or, j'ai dit que tout le monde est un morphisme, donc I rond G. Et donc un morphisme I composé, oui, donc G et I composé, donc d'abord G et ensuite I est un morphisme de Z en A, et F sont tous les deux des morphismes de Z en A. On avait dit qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc d'après l'unicité du morphisme de Z en A, ils sont égaux. Autrement dit, l'application F se factorise à travers de l'inclusion. On peut le dire comme ça. Ce F-là se factorise, il s'écrit comme I fois G. Si vous voulez bien voir la composition comme multiplication, on l'a factorisé. F, on l'a écrit I fois G. Et il se factorise donc à travers de l'inclusion. Mais ça veut dire que son image est contenue dans B. Hein, en effet, l'image de F, c'est l'image de I rond G. Et vous voyez, si je calcule l'image d'une composition, je vais forcément tomber dans l'image de I, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a image de I rond G, un élément de A qui est dans l'image de I rond G, il est de forme I rond G de N, par exemple, il y a aussi I de G de N. Il est l'image par I de quelqu'un, à savoir G de N. Vous voyez, vous avez toujours cette inclusion-là pour une composition d'application. Mais qu'est-ce que c'est que l'image de I? L'image de I, c'est l'inclusion de B dans A. Son image, c'est B. Voilà, et donc on a bien l'image de F. L'image de F, ça c'était F de Z, est contenue dans B. Vous voyez à quel point que c'est clean, hein, on n'a même pas besoin de choisir des éléments. Et ça, c'est quelque chose de très fort plus tard en algèbre, parce que l'algèbre, ça devient de plus en plus abstrait. Et on va travailler sur des objets qui ne sont pas forcément des ensembles. Hein. Ce serait plus tard en Master 2 ou après, si vous êtes intéressé par la maths pure. Et on va avoir ce genre d'argument obligatoirement, parce que les objets qu'on considère, ce n'est pas des ensembles avec des structures supplémentaires, mais ça va être des structures bien plus compliquées que ça. Voilà, donc ça démontre bien la proposition. Donc ça c'est une petite application de la propriété universelle du quotient. Ça permet de déterminer le sous-anneau premier. Donc comme corollaire, donc soit A un anneau, son sous-anneau premier et le sous-groupe est égal au sous-groupe additif engendré par 1. Je pense que c'est clair. Peut-être qu'il faut quand même faire la démonstration. Son sous-anneau premier, c'était f de z. F est engendré par 1. N'est-ce pas? Le groupe Z est engendré par 1. Et l'image d'un sous-groupe engendré, c'est le sous-groupe engendré par l'image de l'ensemble des générateurs. J'utilise le crochet pour le sous-groupe engendré dans un groupe. Vous avez sans doute vu ce genre de choses, que
si vous avez un sous-groupe engendré par un ensemble S, l'image du sous-groupe engendré par l'ensemble S est égale au sous-groupe engendré par l'image de S. J'applique ça à singleton 1. Et f de 1, maintenant, il faut que je me souvienne que f est un morphisme d'un anneau et que ça, c'est le 1 de A. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, quand on a déterminé le sous-anneau premier. Quand on a déterminé le sous-anneau premier de Z modulo 4Z croix Z modulo 6Z, on avait constaté qu'il suffisait de prendre le sous-groupe engendré par l'élément 1,1. Oui, c'est un cas général. C'est que pour avoir le plus petit sous-anneau d'un anneau, vous n'avez qu'à prendre l'élément neutre multiplicatif et regarder le sous-groupe engendré, additivement. C'est-à-dire, on regarde 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, etc. Moi ici, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Bon, comme ce morphisme est unique de Z dans un anneau, on va se permettre d'écrire les entiers relatifs comme si c'était des éléments d'un anneau. Ça, c'est quelque chose d'important, soit A un anneau, et F, l'unique morphisme de Z dans A. Si n est dans Z, pour n dans Z, on note n indice A, son image, par F. C'est ce qu'on faisait déjà. F de 1, c'est l'élément neutre 1 de A, c'est 1 de A. F de 0, c'est 0 de A. Donc on le faisait déjà pour n égale 0 et 1. Je propose simplement d'étendre cette notation à tous les entiers relatifs. Mais comme souvent, parfois c'est clair qu'on considère ces entiers comme des éléments de A, je vais peut-être même écrire tout simplement n pour f de n. Ou encore, tout simplement n tout court. Là, c'est vraiment un abus de notation. Parce que du coup, quand je parle de 2, il faut bien que je précise si je considère 2 comme élément de Z ou 2 comme élément de notre anneau, Z modulo 6Z par exemple. Et du coup, vous avez la formule suivante. N comme élément de A. N comme élément de A est égal à N fois 1A. Pourquoi je veux dire ça? Oui, pour dire que la multiplication par l'élément neutre multiplicatif, hein, ça revient bien. Comment dire ça? Oui. Oui, là, c'est le n, c'est l'entier relatif. Et là, c'est l'élément n de A. Donc maintenant, je fais l'abus de notation que je viens d'introduire. Vous voyez, on a cette formule-là. Ou plus généralement, NA devient N.A. Donc du coup, il n'y a plus d'ambiguïté. Jusque-là, je faisais un effort de distinguer entre la multiplication de A par un entier relatif ou la multiplication de A par un élément de l'anneau. Là, je considère donc n comme un anneau, c'est-à-dire ici, en réalité, c'est n fois 1 que je multiplie par A. Je viens de décider que n fois 1, je vais le noter simplement n, donc je peux aussi l'écrire comme ça. Et vous voyez, par miracle, ces deux lois, au moins notationnellement, coïncident maintenant. Cette multiplication dans l'anneau et la multiplication externe coïncident. Donc ici, n est dans Z, bien sûr, et A dans A. Bon, on peut parler très longtemps de ce genre de généralité. C'est peut-être pas très excitant, mais c'est rigolo que tout
tout peut se justifier ici. Il faut quand même noter que ce morphisme n'est pas forcément injectif. Hein. Par exemple, si c'est la réduction modulo 6, ce morphisme n'est pas injectif. Hein. Donc attention, mise en garde. F n'est pas forcément injectif. Et on peut donc très bien, on peut avoir, donc on a 2 dans A, on peut écrire 2 dans A, moins 36 dans A, mais ils peuvent très bien être égaux. Hein. C'est pas parce que les éléments ont une écriture différente qui sont distincts. On l'avait déjà vu, 0 peut être égal à 1. Là, c'est encore pire. Hein, n'importe quel deux entiers considérés comme éléments de A peuvent être égaux. Par exemple, je prends A égale Z modulo 38Z. Vous avez 2 égale à moins 36 dans cet anneau-là. Une autre remarque sympathique, c'est que du coup, on s'est débarrassé de la notation bar pour les éléments Z sur NZ. N, c'est N bar. Oh non, N, c'est pas N. Z sur NZ, donc disons M est égal à M bar. C'est vraiment maintenant une notation justifiée. On n'a pas besoin d'écrire M bar, en effet. Qu'est-ce que c'est que M? Par définition, c'est M fois 1. Oui, ou autrement dit, oui, bon. On savait déjà que M fois 1, c'est la réduction modulo M. Pardon, la réduction modulo N. Ça, quel que soit M dans Z. M, vu comme élément de Z sur NZ, c'est M fois 1 par définition. Parce que le morphisme F de Z dans Z sur NZ, ou dans n'importe quel anneau, envoie N sur M fois 1. Il ne faut peut-être pas écrire le point ici, M1 si vous voulez. Mais j'ai vu que le morphisme unique de Z dans Z sur NZ, en fait, c'est la réduction modulo N. Donc en fait, ça, c'est égal à la réduction modulo N. Et vous voyez, on a complètement autorisé d'écrire les éléments de Z sur NZ sans les barres. Ça ne pose aucun problème. Et cette notation est cohérente, c'est-à-dire si, une petite proposition dont je vous laisse la démonstration, soit F un morphisme d'anneau, soit N, alors pour tout N dans Z, on a F de NA égale NB. Donc si vous considérez un entier relatif N comme étant un élément de A, vous prenez son image par F, en fait c'est l'entier N, le même entier N, considéré comme élément de B. Avec cette notation que je viens d'introduire. Si on utilise la vue de notation ici, en notant même plus l'anneau en indice ici, j'ai F de N égale N. De là, il ne faut pas croire que c'est l'identité. Hein. Parce que, justement, c'est ce que je viens de dire. On peut très bien avoir des entiers qui sont, par exemple, égaux dans B et qui ne sont pas égaux dans A. Donc c'est vraiment un peu dangereux, mais on le fait, parce que c'est très pratique. Bon, j'ai dit que j'allais laisser ça comme exercice, mais c'est quand même sympa de le faire encore avec la propriété universelle du quotient, la propriété universelle de Z, c'est automatique, hein, parce que vous avez
f de A dans B. Vous avez ici le morphisme unique de Z dans A, et vous avez le morphisme unique de Z dans B. Même pas la peine de donner des noms, ils sont uniques, donc si j'ai écrit la flèche, je sais que c'est le morphisme de Z dans A, et là c'est le morphisme de Z dans B. Si je compose comme ça, la composition de morphisme est un morphisme, donc ça c'est un autre morphisme de Z dans B. J'en ai déjà un. D'après l'unicité, ils sont égaux. Ça veut dire, ce qu'on dit, c'est le diagramme commute. C'est peu importe comment je traverse ce diagramme, si j'ai plusieurs façons d'aller de A à B, si je peux dire, peu importe comment je compose les flèches en question, ça me donne la même application. Vous voyez? Si c'est la même application, ici n est envoyé sur n dans A, et là n est envoyé sur n dans B. Et dire que ça commute, c'est exactement dire que si je vais comme ça, n, je l'envoie d'abord sur n de A et après avec f, je l'envoie dans B, j'ai f de n de A. Si je l'envoie directement dans B, j'envoie n sur n de B. C'est juste ce qu'on membre ici. Et comme les deux chemins sont égaux, on a donc f de n de A égale n de B. Cette propriété universelle, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais vous n'avez même plus besoin de raisonner longtemps. Hein. En fait, j'ai quand même choisi un élément ici, mais en fait, c'était justement dire que le diagramme commute. Hein. Pour finir, j'ai encore un petit exemple, quelque chose qui arrive souvent, c'est que donc du coup, si on peut considérer des entiers comme des éléments de nano quelconque, il y a des entiers particulièrement intéressants qu'on peut donc considérer comme éléments de nano quelconque, c'est les coefficients binomiaux. Donc petit exemple à la fin. Donc, rappelons que n sur k, comme ça, c'est factoriel n sur factoriel k sur factoriel n moins k. Donc ici, n et k sont des entiers naturels, k est inférieur ou égal à n. Que je peux encore écrire différemment, si vous voulez. Je peux simplifier ici. Je simplifie par n moins k, donc j'ai n facteur de n moins 1, facteur de n moins k plus 1, parce que n moins k, donc le suivant, il est annulé par n moins k, etc. On peut encore l'écrire comme ça. Et on sait que ça, c'est un entier naturel, donc aussi un entier relatif. Donc du coup, nk peut être considéré comme un élément de nano A, pour tout anneau A. On peut considérer un coefficient binomial comme étant un élément de nano A, quel que soit l'anneau A. Par contre, cette formule-là n'a plus de sens. Vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut d'abord calculer le coefficient binomial. Une fois que vous avez trouvé l'entier, vous pouvez le considérer comme élément de A. Par contre, la formule n sur k, par exemple, égale à n facteur de n-1 jusqu'à n-k plus 1 sur facteur de k, dans A, n'a pas de sens. N'a pas de sens dans A. N'a pas forcément de sens dans A. Parce qu'on ne sait pas diviser en général par un élément de A. Peut-être qu'il faut ici écrire en toutes lettres aussi, k, k-1, jusqu'à 3 fois 2 fois 1. Vous voyez, je suis en train de diviser un élément de A. Si je dis que cette formule n'a pas de sens dans A, je suis en train de dire, je peux prendre tous ces entiers comme éléments de A, tous ces entiers-là comme éléments de A, et dire que ce coefficient-là, c'est le quotient des deux produits-là. Ça n'a pas forcément de sens parce que je ne peux pas diviser dans un anneau. Par exemple, le coefficient binomial 4, 2, c'est 6. Dans Z. Et donc aussi,
4,2 et 6 dans Z mod 6Z, je pense que je vais faire, oui, dans Z mod 6Z. Oui. Donc 4,2, le coefficient binomial, c'est 0 dans Z mod 6Z. Mais 4,2 n'est pas égal à 4 fois 3, comment dire, 2 fois 1. Vous avez regardé tout dans Z mod 6Z. Ça n'a pas de sens, cette expression. Je ne peux pas diviser par 2 dans Z mod 6Z. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas diviser par 2 dans 6 mod 6Z. Vous voyez, 2 fois 3 égale 0 dans Z mod 6Z. Si je pouvais diviser par 2, 3 serait égal à 0. On ne peut pas diviser par 2 dans Z mod 6Z. Oui. Question? Voilà. Vous avez dit que l'élément NK appartient à A. Le coefficient binomial NK appartient à A, mais ça n'a pas forcément de sens dans A. Si. Ce que je dis, c'est qu'on a, on a des coefficients binomiaux. C'est des coefficients un peu miraculeux. Ça, on sait que c'est des entiers, ça. C'est ça ce qui est étonnant. Parce qu'on a une interprétation combinatoire de ça, donc on sait que c'est un entier. Tout entier, je peux le considérer comme un élément de tout anneau A. Si je me fixe un anneau A, tout entier, je peux le considérer comme un élément de A. Donc cet entier-là, qu'on écrit toujours n sur k, c'est là où c'est dangereux, mais on l'écrit toujours n sur k, je peux le considérer comme élément de A, parce que c'est un entier. Et tout entier peut être considéré comme élément de A. Mais attention, cet entier-là, il n'est pas défini par une formule comme ça dans A. Je ne peux pas écrire nk dans A, c'est n dans A, facteur de n-1 dans A, jusqu'à n-k plus 1, vu comme entier dans A, comme élément de A, divisé par k, vu comme élément de A, etc. Parce que, justement, ces entiers ici, en dénominateur, ne sont pas forcément inversibles. On ne peut pas forcément diviser par ces entiers-là, par ces éléments-là dans l'anneau A. Donc c'est juste la petite mise en garde que j'ai fait ici. Ça va revenir parce qu'on va par exemple démontrer qu'on a une formule binomiale dans n'importe quel anneau A qui fait intervenir des coefficients binomiaux. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire un coefficient binomial dans A. Et vous calculez d'abord l'entier dans Z. Et celui-là, on peut le considérer comme étant un élément de A. Mais on ne peut pas utiliser la même formule. C'est un peu magique. C'est qu'on a des éléments n sur k dans un anneau A. Mais a priori, je n'ai pas de formule pour ces éléments. Ou j'ai une formule par un détour. Il faut d'abord que je calcule l'entier dans Z. Et après, je peux le considérer comme élément de A. Vous voyez? Mais moi, je ne connais pas de formule, je crois, pour le coefficient binomial. Je ne sais pas. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Merci.